Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui reprennent un peu leur souffle après le rallye des derniers jours, sur les marchés actions notamment. On est sur une séance légèrement négative à ce stade. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Eva Ben Saadi, le marché qui attend les prochains éléments politique et diplomatique avec une série de sommets à suivre en cette fin de semaine en Europe, des configurations de sommets pour l'OTAN, pour le G7 et pour l'Union européenne, une série de sommets à laquelle assistera Joe Biden qui arrive en Europe aujourd'hui pour prendre part justement à ces réunions entre chefs d'État et de gouvernement qui marqueront les journées de jeudi et de vendredi cette semaine. Voilà donc pour les infos du jour sur les marchés. Nous nous intéresserons dans cette émission au choc de matières premières dans la sphère émergente. C'est Irina Topasseri, économiste senior émergente d'AXA IM, qui sera avec nous pour évoquer ce choc général de matières premières sans précédent et son impact à attendre sur la sphère émergente. Et puis nous parlerons également de cette correction sans précédent pour l'obligataire sans risque. C'est inédit dans l'histoire des marchés obligataires tels qu'on les connaît ces dernières années, avec une baisse de 10%, 11% même peut-être pour la valeur de l'obligation, des obligations sans risque, à travers des indices agrégés tels qu'ils sont désignés par Bloomberg ou par Barclays par exemple, par rapport au point haut qu'on avait pu atteindre sur cet obligataire sans risque en janvier 2021. C'est donc une baisse majeure et une correction sans précédent qui correspond à 2,6 trillions de dollars de destruction de valeur en un peu plus d'un an. Nous parlerons de l'obligataire précisément avec Amaury Dorset qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec des indices actions qui reprennent un peu leur souffle. C'est avec Eva Ben Saadi. La bourse de Paris évolue plutôt à la baisse à cette mi-journée, hésitante entre la progression de Wall Street et la flambée des rendements obligataires. À Wall Street, le S&P 500 a en effet signé mardi sa 5e hausse en 6 séances. De son côté, le Nasdaq est repassé au-dessus de son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Hésitante aussi face au durcissement du discours de la Fed, dont le président Jérôme Powell n'écarte plus des hausses de 50 points de base du taux des fonds fédéraux pour tenter de contenir l'inflation. Cette détermination semble plutôt rassurer aujourd'hui les investisseurs tout en propulsant les rendements obligataires à des niveaux inédits. Les investisseurs surveillent également évidemment l'évolution de la guerre en Ukraine. À ce propos, Joe Biden entame ce mercredi un voyage en Europe pour tenter de convaincre ses partenaires d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie. Le marché reste également aujourd'hui attentif à la hausse des cours du pétrole. Du côté des données macroéconomiques, les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui de divers indices de production en Europe et aux États-Unis. Le Royaume-Uni fait face, lui, à une forte accélération de l'inflation en février. Les prix à la consommation ont grimpé à un rythme annuel de 6,2%, atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans. Du côté des valeurs, sur le fond du pétrole, je le disais, le baril de Brent de la mer du Nord progresse, toujours porté par la crainte d'un durcissement des sanctions contre la Russie, ainsi que par la contraction des barils de stock hebdomadaires aux États-Unis. Total Energy est stable à la mi-journée. Le groupe dit avoir décidé de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes. Stellantis, on le suivra aussi, qui finalise l'accord intégrant Mercedes-Benz comme tout nouveau partenaire à parts égales de la société avec Total Energy Saft et Stellantis donc. On suivra L'Oréal également. Le géant des cosmétiques a annoncé avoir levé 3 milliards d'euros au terme d'une émission obligataire en 3 tranches. On suivra enfin Air Liquide qui progresse comme hier. Le groupe a signé une convention d'achat portant sur 1,2 million d'actions, soit 0,25% du capital à un prix unitaire maximum de 200 euros. Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Ben Saadi qui est avec nous cette semaine.
Évoquons pour entamer cette émission la situation des pays émergents, de la sphère émergente face à un choc de matières premières généralisé. C'est Irina Topasseri qui est avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que cette histoire n'est pas totalement inconnue. L'impact d'un choc de matières premières sur la sphère émergente, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans les années passées. La différence est peut-être que le choc de matières premières est assez spectaculaire et général, des matières premières énergétiques aux matières premières alimentaires, en passant par toute la catégorie des métaux industriels également. Irina, si on prend comme référence la big picture, la toile de fond pour la sphère émergente, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête comme élément d'analyse quand on parle de l'impact d'un choc de matières premières sur les émergents? Oui, c'est ça. En fait, les forts à-coups sur les prix des matières premières créent en fait des chocs sur les termes de l'échange. Donc ça, c'est typiquement ce que les économistes appellent, c'est un rapport, si vous voulez, de l'évolution des prix des biens exportés d'une économie sur l'évolution des prix des biens importés. Donc en quelque sorte, ça va vous donner une sorte de guidage sur l'effet sur le compte courant des pays émergents. Et comme on sait, voilà, les pays émergents sont très sensibles à l'évolution de ces comptes courants puisque ça va gérer en fait leurs besoins de financement externe et donc leurs devises vont répondre à cela et donc on va se retrouver dans des situations qui par le passé se sont traduites dans pas mal de crises émergentes puisque la politique monétaire elle est en général plutôt démunie. C'est pas avec les taux d'intérêt qu'on gère les prix à l'exportation ou à l'importation, donc il n'y a pas grand chose à faire, mais finalement somme toute on le voit par le passé qu'en général les pays émergents montent leurs taux dans ces cas-là. Au-delà de l'inflation, ils les montent pour retenir les capitaux. Et en face, vous devez avoir donc une politique fiscale qui va devoir répondre. Et alors aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où nous sortons à peine de 2 ans de dépenses excessives liées à la pandémie. Donc, selon le pays, on a plus ou moins donc le porte-monnaie encore capable de pallier à cette crise-là. Donc, effectivement, tu le disais, Grégoire, on a des pays émergents très hétérogènes, donc il y a des gagnants, il y a des perdants. Généralement, quand même, il faut dire que c'est une crise plutôt stagflationniste, comme on appelle, globalement. Donc il y a quand même plus d'inflation partout, et ça c'est le cas pour les pays exportateurs et importateurs. C'est à part égale, puisque ça fait toujours partie, les produits par exemple énergétiques sont toujours, et d'ailleurs les prix des denrées alimentaires constituent des grands piliers d'un panier d'inflation dans les pays émergents, donc ça affecte aussi bien les exportateurs que les importateurs. Donc voilà, on va avoir un choc sur la croissance généralement négative partout, personne ne va en profiter particulièrement, mais oui, au niveau des balances courantes, certains pays s'en tireront mieux que d'autres, et ici on parlera particulièrement des exportateurs, d'abord des produits fossiles, donc là le Moyen-Orient me vient à l'esprit tout de suite, donc des situations fiscales très, très faciles, qui sont encore plus améliorées par la remontée du prix du pétrole, et puis voilà, des exportateurs nets qui en profiteront là-dessus. Et puis peut-être on peut rajouter un peu en Amérique latine, on peut penser au Chili, à la Colombie par exemple, qui sont exportateurs soit de pétrole, soit des métaux. Et voilà, donc et puis en face de ça, vous avez tout un tas de pays qui sont importateurs nets de produits énergétiques, qui vont encore une fois faire face à des besoins de financement croissants. Donc là, la Turquie, l'Inde, il y a tant d'autres petits dont on nomme jamais leur nom, mais qui auront des situations délicates à gérer, effectivement. Si on ajoute la dimension alimentaire, agricole, Irina, est-ce qu'il faut se préparer à des chocs sociaux, des crises sociales importantes? On se souvient de l'épisode des émeutes de la faim qui avait suivi la grande crise financière de 2008. Est-ce que ce sont des scénarios possibles, probables pour un certain nombre de pays dans les prochains mois? Sur le prix des denrées alimentaires, effectivement, nous suivons un indicateur qui provient de l'ONU, et nous sommes sur un pic historique, un 3e pic historique. Et effectivement, les
pics que tu mentionnais sont bien là. Donc on a vu effectivement suite à ces pics des mouvements très violents dans des pays. Même certains disent que ça a été par exemple prémonitoire de la révolution par exemple dans les pays arabes, de la révolution arabe. Donc vous voyez, donc ça fait quand même des à-coups assez importants. Toujours selon l'ONU, il y a une fraction de l'ONU qui s'appelle FAO, bien sûr, l'alimentation et l'agriculture. Mais par exemple, eux, ils mentionnent que 35% de la population du monde, pour 35% de la population du monde, le blé est un aliment de base. Et vous voyez donc ce qui se passe sur le blé. 50 pays dans le monde, on est à 220 en total, donc il faut voir un peu le calibre, se procurent 30% ou plus de blé en provenance de Russie et d'Ukraine. Donc effectivement, on aura un vrai souci. Pour l'instant, par exemple, la Russie continue d'opérer correctement de ses ports. Ce n'est plus le cas de l'Ukraine, évidemment. Il est très difficilement envisageable, je pense, dans l'état des choses aujourd'hui, tout en ayant beaucoup d'inconnus. Mais on voit bien que, je pense que la production agricole n'y sera nulle part cette année en Ukraine. Et même si elle y était, la destruction d'infrastructures posera un vrai souci. Et effectivement, la Russie et l'Ukraine ensemble sont à peu près un quart des exportations mondiales de blé. Mais il n'y a pas que le blé, donc c'est ça le problème. C'est l'orge, je sais pas, j'avais vu 20% de l'offre mondiale d'orge provient de ces pays-là, à peu près 15%. En fait, en règle générale, un tiers des exportations mondiales de céréales vont être affectés par cette crise-là. Donc c'est conséquent. Donc oui, je pense qu'il y aura pas mal de sujets dans beaucoup de pays. La même source nous donne souvent l'Afrique subsaharienne comme des zones à risque. Aussi, toutes les régions qui sont en guerre, en général, sont des régions où la sécurité alimentaire est en risque, évidemment. Le souci va être nos propres réactions, si vous voulez, de tout le monde. Parce qu'en fait, la réaction face à un tel choc, elle est souvent à protéger votre pays. Donc, elle crée malheureusement le même effet. Je vous donne un exemple. Généralement, ce qu'on fait, on baisse les droits de douane à l'importation, et puis on met des restrictions à l'exportation. Donc, même si on sauve peut-être la mise d'un pays à un moment T, vous avez un effet induit de remontée des prix mondiaux, donc qui exacerbe en fait la crise. C'est pour ça que ces crises-là ne s'arrêtent pas toujours très vite, elles se auto-induisent un petit peu. Donc oui, évidemment, un nombre de pays qui seront à garder l'œil dessus, et généralement, malheureusement, c'est toujours et encore le cas des pays à faible revenu. Donc c'est vraiment les petits pays pauvres qui sont encore une fois les payeurs de cette situation. Quand on évoque les émergents, évidemment, la Chine a une place à part. Aujourd'hui, Irina, les officiels de haut rang, Premier ministre, vice-premier ministre, ont multiplié les déclarations ces derniers jours en promettant du soutien pour l'économie chinoise, pour les marchés de capitaux chinois. Comment est-ce que cette promesse peut prendre forme, selon vous, Irina ? D'abord, c'est presque étonnant qu'ils viennent nous dire qu'ils vont aider l'économie chinoise, parce qu'ils nous ont publié un set de données économiques de janvier-février qui était trop fort. Donc vraiment, au-delà de toute attente, tout le monde s'attendait à quelque chose de plutôt tristoun sur le début de l'année. Je vous rappelle, on est en pleine vague Omicron quand même en Chine, avec des restrictions par-ci par-là. Donc on s'attendait, tout le monde, on se préparait, on avait sorti les parapluies, on se préparait à des chiffres très mauvais. En fait, pas du tout. Les ventes au détail, même la restauration, sachant que plusieurs grandes villes sont en confinement. L'investissement, enfin bon, tout allait très bien. Donc c'est un peu étonnant. Donc nous, on reste assez prudents sur ces données-là. Donc on ne voit pas comment ça peut être fort. On aurait eu tendance, en fait, pour tout vous dire, de mettre une croissance négative au premier trimestre en Chine. Bon, maintenant, on va mettre 0 parce que vu la force des données, on ne peut pas aller contre. Mais effectivement, à la fin, quand on regarde le marché, comment il est toujours sous tension et toujours sur ce secteur immobilier qui crée beaucoup de remous, on comprend peut-être un peu mieux les commentaires effectivement officiels qui tablent sur plein de mesures. Alors, comme ils disent les Anglais, maintenant, il est temps de walk the talk. C'est bien de parler, maintenant il faut quand même délivrer. Et pour l'instant, ils n'ont pas délivré, parce que juste après avoir dit ça, ils n'ont pas rebaissé le taux des réserves obligatoires. Voilà, donc maintenant on se dit, bon ok, ils ne l'ont pas fait en mars, mais enfin en avril, il faut qu'ils le fassent, sinon le marché ne croira pas, et enfin nous on ne croira pas non plus. Donc les mesures possibles, oui, toujours, donc baisse de taux d'intérêt, baisse de taux des réserves obligatoires, les injections de liquidités, toujours la même, si vous voulez, la même petite recette. La même recette, oui, que les années précédentes et que les crises précédentes.
Bah oui, mais sachant que quand même la politique monétaire va être quelque part limitée par le fait que la Réserve fédérale est en route pour un resserrement des taux et que l'inflation monte, donc ils ne peuvent pas non plus aller trop fort non plus. Donc en gros, là encore, comme pour le reste du monde, ce sera plutôt à la politique fiscale de faire quelque chose. Et ici, j'ai envie de dire, autre que mettre, si vous voulez, au travail les montants levés par les gouvernements locaux qui ont émis des obligations, donc les mettre en route. Et là encore, c'est par l'infrastructure, encore une fois. Il reste encore, finalement, presque, il suffirait de ne plus donner de mauvaises nouvelles, si vous voulez, parce qu'en fait, ils n'ont pas arrêté de réglementer, de faire peur sur la réglementation des monopoles Internet, IT, tout ça, et puis tout ce qui était auto-douleur infligée sur le secteur immobilier. Donc, s'ils arrêtaient un petit peu ça, déjà ça ferait du bien. Mais c'est vrai que voilà, il faut qu'on les voit venir là. Il est temps d'agir. Il faut délivrer après avoir promis. Voilà, donc le sujet pour la Chine dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup, Irina. Merci pour cet éclairage sur la sphère émergente face à notamment ce choc de matières premières sans précédent. Irina Topasseri qui était avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXA IM. Et nous parlons à présent des marchés obligataires avec un spécialiste, Amaury Dorset, qui est avec nous en plateau, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Amaury, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant d'en venir au marché obligataire, d'écrire ce qui s'y passe et de voir comment on peut bâtir une stratégie d'investissement, quand on parle obligataire, il y a toujours le sujet de l'inflation et c'est le sujet numéro 1 en ce moment. Il faut donc avoir un diagnostic sur l'inflation. Je sais que les banquiers centraux ont été très gênés en qualifiant l'inflation de transitoire, effectivement, puisque le transitoire dure. Néanmoins, derrière ce facteur temporel, il y avait la question de la nature de l'inflation. Et je trouve que cette question, elle mérite toujours d'être posée aujourd'hui entre partie sans doute conjoncturelle, cyclique, et une partie plus structurelle qui se développe dans l'inflation aujourd'hui. Quelle est l'analyse que vous faites de la nature de l'inflation telle qu'on la vit désormais ? Non, effectivement, l'inflation est là un sujet central, et il y a un aspect, je dirais, transitoire et conjoncturel, et il y a un aspect qui est structurel et permanent. Donc si on commence juste par l'aspect un peu conjoncturel, donc on est toujours dans la sortie de la pandémie, et la difficulté à ce que la demande rencontre l'offre suite aux ruptures des chaînes d'approvisionnement et puis à la hausse des matières premières qu'on vient de mentionner avec Irina. Au-delà de ça, la situation en Ukraine a accentué le phénomène. Ce qu'on considère chez Amundi, c'est que la situation en Ukraine, du fait de la hausse des matières premières, effectivement énergétiques, agricoles, accentuation de rupture de chaînes d'approvisionnement, augmente l'inflation sur la zone européenne d'au moins 1,5% sur l'année 2022. Ça s'ajoute à la sortie de la pandémie. Donc ça, c'est un premier élément, c'est l'élément, je dirais, conjoncturel, transitoire. Le deuxième élément, effectivement, c'est l'élément structurel et permanent. Et là, nous, on considère chez Amundi qu'il y a un véritable changement de régime du fait de la sortie de la pandémie, mais que ce sont des éléments structurels qui vont jouer sur les années à venir et qui changent les équilibres macroéconomiques qu'on avait avant la pandémie. Et quels sont les éléments qui changent la nature du régime au niveau de l'inflation ? Le premier élément, c'est la transition énergétique. C'est l'élément d'ailleurs principal. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique va amener les prix de l'énergie à être plus élevés, et ça, indépendamment de ce qui se passe en Ukraine. Les prix de l'énergie être plus élevés parce que l'offre d'énergie propre ne va pas être suffisante dans la période transitoire pour répondre à la demande d'énergie qui reste importante. Donc ça, c'est un premier élément. Et aussi parce que la hausse, des taxes sur le carbone, aujourd'hui, c'est complètement mis de côté à cause de la situation en Ukraine, mais c'est quelque chose qui, à un moment, va revenir sur le devant de la scène. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la hausse des coûts de production du fait de la hausse de l'énergie, mais aussi parce qu'il va y avoir plus de réglementation du fait de la transition énergétique, par exemple dans le recyclage des déchets. Donc ça, c'est le premier élément structurel, ce qui est la transition énergétique. Le deuxième élément structurel sur, la pandémie, c'est
d'une certaine manière, il y a une volonté politique de relocalisation d'une partie de la production industrielle. Ouais. Ça, on l'a vu à travers la pandémie, et ça, c'est encore accentué par la situation en Ukraine. Donc ça, c'est une volonté politique qui est relativement forte. Le troisième élément, c'est ce qu'on note, c'est qu'il y a une nouvelle relation au travail, en particulier de la jeune génération. La jeune génération, à travers la pandémie, a une échelle de valeur qui est différente, par rapport au travail, et ça augmente le coût du travail à terme. Et le quatrième élément, c'est la lutte contre les inégalités. C'est quelque chose qui est très présent dans le discours politique. C'est une volonté politique forte parce qu'il y a une inégalité sociale et qui est une volonté politique assez transpartisane. Et en redistribuant, je dirais, de l'argent vers les populations les plus pauvres du fait de cette inflation, on a un phénomène autoréalisateur de l'inflation. Ça maintient l'inflation à un niveau supérieur. Exactement. Donc ça, c'est tous les éléments structurels qui sont importants et qui vont jouer sur les 10 prochaines années qui viennent. Notre estimation, c'est que, et ça complètement indépendamment de la conjoncture, hein, le niveau d'inflation sur les 10 prochaines années va être 1% plus élevé que le niveau d'inflation que nous avions dans les 20 dernières années. Ouais, très clair. Donc c'est un vrai changement important. Ouais, on change de monde, comme on dit sur les marchés, Amaury. Hein. Exactement, on change de monde. Juste au niveau de notre estimation de l'inflation sur l'Europe en 2022, notre estimation, c'est que si on allie tous ces phénomènes, conjoncturels, Ukraine, plus structurels, on devrait être à 6% d'inflation en moyenne annuelle sur l'année 2022. Donc, un chiffre qui est historiquement spectaculaire. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça explique la correction, je le disais en introduction, la correction sans précédent qu'on a sur les marchés obligataires. L'obligataire sans risque, alors bien sûr aux États-Unis, mais l'Europe n'est pas en reste. Hein. Je regardais un portefeuille positionné sur le Bund, enfin l'obligation allemande sans risque par excellence. C'est un portefeuille qui perd 10% du pic au creux, comme on dit. Alors le pic étant peut-être en début d'année 2021, fin 2020, voilà. Et depuis, non seulement on gagne plus d'argent avec l'obligataire, mais ce qui est très nouveau, c'est qu'on en perd. Et on perd 10% quasiment en ligne droite. Oui, alors effectivement, 2021, ça a été l'année où les marchés financiers, aussi les banquiers centraux, d'une certaine manière, ont été surpris par la force de l'inflation. Et 2022, c'est l'année de la réaction des banques centrales à cette situation inflationniste. Donc effectivement, Grégoire, comme vous l'avez dit, il y a eu déjà un mouvement très fort d'anticipation de la part des marchés financiers sur cette situation-là. Si on regarde les taux de 10 ans allemands, typiquement sur l'année 2021, ils étaient en moyenne à moins 30 points de base. D'accord ? Ils sont aujourd'hui à 50 points de base, donc c'est un mouvement très très important. Les taux américains, ils étaient à 1,40 en moyenne en 2021, ils sont à 2,40 actuellement. Donc on rappelle, partant de 0 ou de moins 30 points de base, faire un mouvement de moins 30 à plus 50 points de base, c'est énorme. C'est beaucoup plus fort que de passer de 10 à 11% de rendement. Hein. Quand on part de 0, la perte... En termes d'impact sur les prix... Voilà, c'est ça. La perte est beaucoup plus importante. La perte est beaucoup plus importante. Donc voilà. Je vous ai coupé, pardon. Non, mais voilà. Après, notre point de vue, c'est que une grosse partie du chemin a été fait. Ouais. Mais le chemin n'est pas encore complètement terminé. Ouais. Notre anticipation sur les taux longs, donc 10 ans, c'est 3% aux US d'ici la fin de l'année et c'est 0,80 sur le 10 ans allemand d'ici la fin de l'année. Donc encore un mouvement. Le 0,80, ça donne à peu près 1,30 sur l'OAT, sur le 10 ans français. Sur les 10 ans français. Ouais. Donc voilà. Et au niveau des taux courts, notre anticipation, c'est d'ici la fin de l'année, on a des taux à 2% aux US sur les Fed Funds, et d'ici la fin de l'année, on a des taux à 0 sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui sont à moins 50 aujourd'hui pour le taux de dépôt. Donc juste par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire on est dans un changement qui est non négligeable, on est depuis 8 ans dans les taux négatifs. D'accord. Donc là, on a une situation quand même très nouvelle, on va quitter, en tout cas c'est notre anticipation, c'est aussi l'anticipation des marchés, on va quitter les taux négatifs. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental, d'une certaine manière. Maintenant,
pardon. Allez-y. Juste au vu de l'inflation. À la fois l'inflation spot dont on a parlé, mais aussi la manière dont les marchés anticipent l'inflation sur les 10 prochaines années. Les marchés ont beaucoup anticipé de l'inflation future sur les 10 prochaines années dans les derniers mois. Ce qui fait que les taux réels actuellement sur les marchés sont extrêmement négatifs. Et ils sont toujours très bas malgré la hausse des taux nominaux. Aujourd'hui, sur le taux 10 ans allemand dont on parlait, les taux réels sont quasiment à moins 2%. C'est extrêmement négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir les taux qui montent et rester dans des taux réels négatifs. C'est même d'ailleurs un objectif, j'imagine, pour des banques centrales, Amaury, on peut le dire comme ça. En tout cas, notre estimation, effectivement, c'est que sur l'Europe, on va rester dans les taux réels négatifs. Et en fait, on a besoin de rester dans les taux réels négatifs. Si on regarde d'une certaine manière le monde développé, l'endettement global, il est au maximum depuis toujours, donc depuis en tout cas des décennies. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on a toute la transition énergétique à financer. Tous les facteurs structurels le chemin au net zéro 2050, c'est des investissements mais monstrueux à faire. Et une lutte contre les inégalités. Donc, d'une certaine manière, le monde a besoin de rester dans les taux réels négatifs, mais on peut tout à fait normaliser une partie de la courbe des taux d'intérêt vu l'inflation que nous avons, quoi. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur une fois qu'on a dit tout ça, Amaury? Donc, je comprends qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc, est-ce que ça veut dire que l'investisseur obligataire reste le plus possible à l'écart aujourd'hui de positions à l'achat sur des parties longues de courbe, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà des points d'entrée sur la courbe, sans être trop technique, mais est-ce qu'il y a déjà des opportunités pour un investisseur obligataire qui a souffert, encore une fois, depuis un an? Non, c'est clair. Alors, effectivement, sur tout ce qui est obligations longues, nous pensons que le chemin n'est pas encore complètement terminé. Donc nous conseillons d'être sous-investi sur les obligations longues, d'être plutôt en duration courte et donc d'avoir une sensibilité à la hausse des taux sur nos portefeuilles le plus limité possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur les obligations, je dirais plus courtes, inférieures à 5 ans, disons autour de 2 ans et 3 ans, là, nous, on considère que l'opportunité commence à être intéressante parce qu'une grosse partie de la hausse des taux est déjà pricée dans ces obligations-là et que la sensibilité de ces obligations à une hausse supplémentaire est relativement faible. Donc, oui, sur l'investisseur, éviter les obligations longues, mais investir quand même sur les obligations courtes. Et ce, d'autant plus que sur le marché du crédit et sur les obligations corporate, que ce soit investment grade ou high yield, là, les primes de risque se sont fortement accrues depuis le début de l'année. Environ 50%, donc c'est pas négligeable, et que le risque maintenant, ou la prime maintenant, rémunère correctement le risque de ces obligations. Donc, investir sur des obligations courte et d'entreprise commence à être un investissement tout à fait envisageable. Et si je peux continuer, sur la partie, sur ce segment corporate, le segment qu'on aime beaucoup chez Amundi, c'est le segment bancaire. D'accord, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que depuis 10 ans, il y a eu un effort fort, un effort fait au niveau de la profitabilité, etc. Un effort important sur les bilans qui sont sains et des fonds propres importants. Et enfin, ils vont bénéficier de cet environnement de hausse des taux. Donc, que les titres bancaires, qu'ils soient, alors c'est vrai côté action, mais qu'ils soient côté obligataire, qu'ils soient titres seniors ou subordonnés, sont des titres qu'on privilégie fortement. Merci beaucoup Amaury, merci pour cet éclairage et ces éléments d'analyse. Alors partant de l'inflation vers les marchés obligataires, Amaury Dorset qui était avec nous, invité de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons à 17h pour une nouvelle heure sur Bismart en direct.